I think. Voilà. Oui, non. Genre on en débat, on apprend l'un sur l'autre. C'est marrant. Alors voilà, je m'appelle Didier. Je m'appelle Lucas Sessa. Je me suis intéressé à l'hypnose vraiment très très jeune. En fait, j'avais 12 ans. Je fais de l'hypnose thérapeutique depuis un peu plus de 5 ans maintenant. Mon père avait une de ses bibliothèques avec plein de classeurs, plein d'ouvrages différents. Il avait des trucs un petit peu vraiment très très spéciaux sur l'au-delà, sur différentes théories en fait. Je m'y suis intéressé assez jeune. J'ai commencé juste par des tests de réceptivité, des petites inductions, des jeux d'imagination un petit peu. Au début, on ne comprend pas vraiment le fonctionnement. Je n'avais pas suivi de formation ou autre, mais très jeune, je m'y suis intéressé grâce à un livre, un très vieux livre d'un certain Jean Filiatre. Et puis j'ai découvert deux classeurs, en fait deux ouvrages où c'était marqué dessus Hypnose 1 et Hypnose 2. J'ai pris un de ces deux classeurs, j'ai commencé à m'y intéresser. Et voilà, donc tout gamin, je me suis intéressé à ça. Puis j'ai créé une petite équipe comme ça à l'école, donc on était 3 personnes. Donc une fois par semaine, on regardait ensemble et puis on faisait des petits exercices et puis on essayait d'apprendre un petit peu plus sur l'hypnose. Je voyais que sur certains potes, amis, ça marchait très bien. Et d'autres étaient beaucoup moins réceptifs ou ça ne marchait pas à tous les coups. Du coup, par la suite, avec mon ex-femme, on avait décidé d'avoir un projet commun. Elle est tatoueuse et on voulait associer justement un petit peu, mettre une plus-value à son métier. On voulait faire hypnose et tatouage pour la gestion de la douleur, la phobie des aiguilles, etc. Et tout. Et là, j'ai clairement pu voir les effets bénéfiques, en tout cas sur la gestion et de la douleur, des peurs, des craintes, etc. Et j'ai eu des très bonnes expériences, des très bons retours des gens avec qui j'ai pu faire ça. Et bien finalement, le temps est passé. J'ai un petit peu laissé tomber l'hypnose de ma vie pendant un moment. Et puis je suis retourné de temps en temps, d'abord sur le côté un petit peu fun de l'hypnose, sur la récréativité de l'hypnose, sur un petit peu comme on peut le voir en spectacle avec Mesmer ou avec d'autres hypnotiseurs. Et puis je me suis remis vraiment plus tard au côté plutôt thérapeutique de l'hypnose. Du coup, je m'y suis intéressé plus en profondeur. J'ai suivi des stages d'hypnose de rue, une formation thérapeutique hellmanienne, une formation ericksonienne également. Je fais un peu un touche-à-tout de toutes ces manières de présenter l'hypnose, de faire de l'hypnose, avant de me rendre compte qu'en fait, il n'y avait pas une manière meilleure qu'une autre, mais qu'il y avait différentes facettes à l'hypnose et que j'ai décidé d'en faire un peu un melting pot comme ça. Ça n'a pas été mon premier métier, hein. J'étais boucher charcutier le premier métier, donc vraiment absolument rien à voir. Et puis voilà, j'ai fait ma carrière un petit peu là-dedans, aussi dans l'alimentation, dans le domaine de la cuisine aussi, dans la restauration. Et puis j'avais toujours un pied qui est resté dans l'hypnose. Et quand j'étais en restauration, j'avais des personnes qui venaient me chercher justement pour faire de la thérapie en fait avec l'hypnose. Donc ils venaient vraiment me chercher derrière les casseroles. Et puis là, je les prenais à part. Ils venaient chez moi le soir. Je les mettais dans une pièce où ma foi, j'essayais de construire un truc un peu bien quoi, avec un canapé, une chaise en osier. Et puis on faisait déjà de la thérapie à cette époque-là. Petit à petit, fil en aiguille, les gens ont parlé, les gens ont discuté entre eux. Il y a eu de plus en plus de demandes. Donc je commençais à avoir de la peine à suivre. Je travaillais des fois jusqu'à minuit le soir, des fois en week-end. Et puis là, j'ai décidé à un moment donné d'arrêter la cuisine que j'aime beaucoup, mais pour ce qui me passionne depuis tout enfant, pour l'hypnose. Puis là, la carrière a vraiment débuté à ce moment-là. C'est quoi l'hypnose? C'est la même question que je pose régulièrement aux gens que je vois pour la première fois. Je pose toujours cette question en début de séance et en fin de séance. Et ce qui est drôle, c'est qu'on n'a jamais la même réponse au début ou à la fin. Alors pour moi, l'hypnose, la question est assez rigolote parce que je l'ai posée il n'y a pas longtemps lors d'une formation et j'ai demandé à des hypnothérapeutes c'est quoi l'hypnose pour toi ou plutôt quel est le synonyme pour toi d'hypnose. Et ce qui est très drôle, c'est que sur toutes les personnes qui étaient présentes et déjà hypnothérapeutes, il n'y a personne qui arrivait vraiment à me répondre. Ça veut dire on avait tous des termes un petit peu différents. Et je pense que le terme qui correspond le mieux pour moi à hypnose, ce serait immersion ou peut-être introspection. C'est vraiment la propre capacité qu'on a à aller rechercher en soi, à ressentir et à trouver nos propres ressources, nos propres possibilités de changement, de modification de notre vision. L'hypnose, pour moi, c'est différents éléments de réponse. On ne peut pas dire que c'est ça ou que c'est ça. On peut dire que l'hypnose, c'est un état de conscience modifié, mais pas que. On peut dire que l'hypnose, c'est proche du sommeil, mais ce n'est pas le sommeil. Que l'hypnose,
ça se fait les yeux fermés, mais ça peut se faire les yeux ouverts. Finalement, il n'y a pas un élément de réponse, c'est une boule à facettes et puis tout à chacun est libre d'avoir une expérience un peu différente et tous ces éléments mis ensemble, ça pourrait donner une définition de l'hypnose. Mais du coup, on se retrouverait avec un pavé comme ça, il n'y a pas vraiment de juste, il n'y a pas vraiment de faux, il n'y a qu'une libre interprétation. Et pour moi, c'est un outil de changement, d'amélioration de la qualité de vie pour réussir à se dépasser, soit dans un domaine, soit dans un autre, ou pour gérer une douleur, pour juste avoir un contrôle en partie sur ses émotions, ses automatismes, ses ressentis. Et encore, ça, c'est qu'un élément de réponse parmi tant d'autres. Elle n'est pas vraiment marrante, l'anecdote, mais elle est plutôt assez extraordinaire. J'étais à une convention de tatoueurs, une journée porte ouverte où plusieurs tatoueurs étaient réunis. Et il y a une personne qui voulait absolument se faire tatouer, mais elle avait une double phobie. Elle avait la phobie des aiguilles, la béllonéphobie, et la phobie du sang. Cette personne est entrée dans sa propre transe hypnotique sur un simple geste. Et je suis resté silencieux pendant environ 40-45 minutes et la personne a fait sa séance de lui-même. Alors il s'est découvert, il a vu son enfant intérieur, il y est allé. Je le suivais avec des simples mots tels que « et alors »,« et maintenant »,« que dois-tu faire ?» Et c'est à peu près ça. Et la personne a pu résoudre son problème de lui-même. Donc à montrer à quel point ça peut être assez extraordinaire l'hypnose et sur ce à quoi on peut arriver quand on laisse la possibilité à la personne d'y aller de lui-même et puis d'user de sa vision, de ses perceptions et de son potentiel. Elle craignait, elle voulait vraiment se faire un tatouage, mais elle avait vraiment peur de passer à l'action finalement. Donc toute la journée, elle était très stressée, les mains moites, elle suait, elle s'imaginait rien que de faire le tatou, elle tournait de l'œil presque. Et vu que j'étais à cette journée-là avec mon ex-femme, je lui ai proposé une séance d'hypnose justement, déjà en préparation du tatou qu'elle allait faire, et ensuite pendant la séance en fait, tout simplement. En lui faisant la séance d'hypnose, en fait, elle est vraiment partie très loin, mais tellement loin qu'à la fin, elle s'est réveillée après 2h30 de tatouage. Elle s'est littéralement réveillée en fait de la transe dans laquelle elle était. Elle avait ni senti l'aiguille, elle avait à aucun moment en fait, elle a fermé les yeux, elle est partie en hypnose, elle les a rouverts, elle avait un tatouage. Oui, alors plus qu'une fois. Bien sûr, c'est déjà arrivé. Je pense que ça arrive à tous les hypnothérapeutes et puis heureusement, il faut que ça arrive. Oh oui, je pense comme tout hypnothérapeute ou tout hypnotiseur tout court qui se respecte. Comme dit mon collègue, des fois on réussit et des fois on apprend. Parce que c'est comme ça aussi qu'on évolue et puis qu'on peut en savoir plus. J'ai envie de dire que l'échec il n'existe pas, soit on... C'est comment la phrase ? Soit on réussit, soit on apprend. Voilà, soit on réussit, soit on apprend finalement. Mais j'ai envie de dire que l'échec, il n'existe pas. Mais effectivement, ça m'est déjà arrivé de tergiverser complètement, de ne pas savoir exactement où aller, de ne pas trouver la possibilité, le levier de changement qui peut correspondre à la personne. Donc, on ne peut pas vraiment dire que ça soit des hypnoses qui soient vraiment loupées, qui soient vraiment foireuses, puisque parfois, c'est même quand on s'y attend le moins qu'une thérapie peut le mieux réussir. Un grand loupé que j'avais eu, selon moi. Après, en même temps, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. J'ai jamais eu de nouvelles de ce monsieur-là, mais c'était la première fois que j'avais un monsieur d'une 50aine d'années qui venait, qui avait du bruxisme, en fait. Il grinçait des dents et tout, etc. Et je me rappelle que j'avais insisté sur une suggestion directe en disant la nuit venant, enfin les nuits durant, il aurait la bouche fermée, mais les dents desserrées. Et je l'ai dit tellement de fois pendant cette séance. Rien que d'y repenser, parce qu'à la fin, quand je l'ai fait émerger, donc il présentait tous les signes de transe un petit peu, même si c'est propre à chacun. Il était vraiment, selon moi, en transe tout le long, mais à la fin, quand je l'ai émergé, il m'a juste regardé, il m'a dit bouche serrée, dents desserrées, je vous dois combien? Il a payé très rapidement, il est parti, plus jamais une nouvelle. Depuis, je pars du principe que pas de nouvelles, bonnes nouvelles, mais j'aime bien quand même avoir un petit retour, et la plupart du temps, même si les retours sont positifs, il y a des fois où on peut être pris au dépourvu, où on peut ne pas avoir un certain feeling avec la personne. Et c'est pour ça que je conseille encore aujourd'hui toujours aux personnes qui viennent que s'ils ont la moindre réticence, s'ils sont pas à l'aise avec la personne avec qui ils font de l'hypnose, de ne pas faire. Là, je me rappelle qu'il avait été surpris par mon jeune âge quand j'ai commencé, quand je lui ai proposé cette séance. Et il a atterri dans un shop d'une tatoueuse avec une décoration très particulière, moi avec mes piercings et tout, etc. Puis déjà là, j'ai senti en fait, j'aurais dû
j'aurais dû peut-être procéder différemment, le mettre plus en confiance ou autre. Pour moi, ça a été, selon moi, le plus gros échec que j'ai eu, vraiment, catégorique. Oui, totalement. Oui, 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 c'est plus qu'une passion en fait. Mais finalement, j'ai de la chance parce que tu parles de métier et j'ai envie de dire, je considère pas réellement ça comme un métier, je considère vraiment ça comme simplement une passion en fait, comme ce que c'est depuis mon enfance, depuis que j'ai découvert ça. C'est un outil merveilleux qu'on peut tous finalement apprendre. L'utilisation, on peut l'utiliser pour soi-même, on peut l'utiliser pour les autres. Que ce soit l'hypnose de rue qui est une porte ouverte pour la thérapie ou l'hypnose thérapeutique qui permet de régler des problèmes. On parle souvent de régler des problèmes, des choses, mais on peut aussi faire des choses magnifiques avec l'hypnose. Donc j'ai la grande chance de vivre de ce qui me passionne. Et c'est un des plus grands succès de ma vie. Et en même temps, même si c'est une passion, moi j'ai choisi personnellement, après quelques années de pratique à temps plein, d'en faire quelque chose à part. J'ai mon métier alimentaire et à côté de ça, j'ai cette passion qui me permet de me sentir épanoui, on va dire, sur le plan humain, sur le plan professionnel. Mais oui, c'est une passion, on en apprend tous les jours, ça s'adapte avec le temps qui passe, il y a des dogmes qui tombent, d'autres vérités qui s'élèvent, et puis c'est un outil de tous les jours finalement, ouais. Et ça, c'est passionnant.